J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous portez parfaitement. Pourtant, au sommet de l'État, l'atmosphère est loin d'être apaisée. Le président semble particulièrement contrarié par le bilan présenté par son chef du gouvernement. Les performances attribuées à Fribe sont perçues comme tellement décevantes qu'elles provoquent un profond mécontentement au plus haut niveau du pouvoir, au point que l'idée de lui chercher un successeur commence sérieusement à prendre forme. Ce que je vous rapporte ici ne relève pas d'un simple bruit de couloir. Au cours de nos investigations, nous avons recoupé plusieurs témoignages et vérifié les informations auprès de différentes sources solides, bien informées et proches des cercles décisionnels en Algérie. Et toutes arrivent à la même conclusion. La satisfaction du chef de l'État à l'égard de son premier ministre est aujourd'hui quasiment inexistante. Abdjid Tebboune, manifestement, ne cache plus son irritation face au travail de Sphéré. Et à vrai dire, cela n'a rien d'étonnant. Lorsqu'un dirigeant s'entoure uniquement de personnes qui approuvent chacune de ses décisions et refuse d'écouter ceux qui osent exprimer des critiques, qu'ils soient opposants ou simplement des voix sincères qui disent la vérité que l'entourage refuse de prononcer, il finit inévitablement par s'enfermer dans ses propres certitudes. À force d'ignorer ces avertissements, les erreurs s'accumulent, les mauvaises décisions se multiplient et la gouvernance du pays se retrouve progressivement aggravée par une succession de maladresses et de fautes de jugement. Soyons honnêtes, son arrivée à la tête du gouvernement n'a jamais été une évidence. Pendant longtemps, personne ne l'imaginait sérieusement accéder à une fonction aussi stratégique. Et pour cause, rien dans son parcours ne laissait penser qu'il possédait les épaules nécessaires pour diriger l'action gouvernementale. Ni les aptitudes attendues, ni l'expertise indispensable, ni même l'expérience minimale pour remplir correctement les responsabilités d'un chef de gouvernement. Cela fait d'ailleurs longtemps que beaucoup le disent. Il manque cruellement de vécu politique. Au fond, il reste avant tout un haut fonctionnaire. Certes, il a occupé des postes dans certaines administrations publiques et travaillé dans quelques entreprises contrôlées par l'État, notamment au sein du groupe JICA dans l'industrie du ciment en Algérie ou encore dans des structures économiques liées à des partenariats algéro-qatariens. Mais tout cela relève davantage du monde administratif et industriel que de la sphère politique. Sa seule immersion réelle dans le domaine industriel s'est d'ailleurs limitée à une période très courte, de novembre 2024 à septembre 2025. Autrement dit, quelqu'un dont la trajectoire professionnelle n'a pratiquement jamais croisé la politique ne peut pas soudainement prétendre en maîtriser les règles. Or, la fonction de premier ministre n'est pas un simple poste de gestionnaire technique. On aime parfois croire qu'un technocrate peut résoudre les blocages d'un pays et améliorer la gestion publique grâce à ses compétences administratives. Dans certains domaines, c'est peut-être vrai. Mais lorsqu'il s'agit de diriger un gouvernement ou de conduire la stratégie d'un État, la technocratie seule ne suffit pas. Un chef de gouvernement doit posséder une véritable culture politique, comprendre les mécanismes du pouvoir, savoir lire les équilibres et les rivalités qui traversent les institutions. Il doit aussi saisir la mentalité de l'administration, connaître les préoccupations réelles de la population, percevoir la complexité sociale du pays et comprendre comment les responsabilités se répartissent dans les rouages profonds de l'appareil étatique. Diriger un gouvernement ne se résume pas à connaître quelques dossiers techniques. Un responsable de ce niveau doit posséder une véritable profondeur politique et une compréhension intime de son pays, presque instinctive. Il lui faut saisir les réalités du terrain, percevoir les tensions invisibles, savoir quand négocier, quand convaincre, quand trancher avec autorité et quand, au contraire, accepter des compromis. Dialoguer, arbitrer, proposer des pistes de sortie de crise, afficher du charisme au moment opportun, voilà ce qui relève de l'essence même de la politique. Car gouverner un État n'a jamais été une simple affaire de compétences techniques. Si les diplômes scientifiques ou les talents d'ingénieurs suffisaient pour diriger une nation, alors les laboratoires, les centres de recherche et les écoles d'ingénieurs seraient remplis de futurs chefs d'État. On verrait des informaticiens, des physiciens ou des spécialistes de calcul complexe accéder naturellement aux plus hautes fonctions dans les grandes puissances du monde. Pourtant, la réalité est tout autre. Dans les pays influents, les présidents et les chefs de gouvernement ne sont pas nécessairement des techniciens hors pair. Leur force se situe ailleurs. Un véritable homme politique est celui qui sait reconnaître les compétences autour de lui et s'entourer des bonnes personnes. Il consulte, écoute des spécialistes, rassemble des idées parfois contradictoires et en tire une vision cohérente.
Son rôle consiste à identifier les meilleurs experts, à leur faire confiance et à les placer là où leurs talents peuvent servir un projet collectif. C'est ainsi qu'un dirigeant construit, patiemment, l'architecture d'un avenir pour son pays. Il faut rappeler une évidence souvent oubliée. La fonction de premier ministre est avant tout une responsabilité profondément politique. Cela a toujours été le cas. Dans toute l'histoire contemporaine de l'Algérie, on n'a pratiquement jamais vu quelqu'un accéder à ce poste avec un niveau d'expérience aussi limité que celui de ce verbe. Et je précise cela sans aucune animosité personnelle à son égard. Il ne s'agit pas d'une attaque contre l'homme. Simplement, lorsqu'on observe son parcours, on voit surtout celui d'un cadre administratif ayant travaillé dans la formation, dirigé un centre de formation du groupe G4 à Mostaganem et participé au conseil d'administration d'un groupe de sidérurgie. Ce type de trajectoire peut être respectable et même utile dans certains secteurs économiques. Mais passer presque du jour au lendemain de ce type de responsabilité à la direction d'un gouvernement relève d'un saut considérable. Il peut avoir des réflexions pertinentes sur l'industrie ou certaines questions économiques, c'est possible. Mais diriger un exécutif national exige bien davantage que des idées techniques. Un chef de gouvernement doit être capable d'appréhender les dynamiques politiques d'un pays, de comprendre les tensions institutionnelles et de proposer des méthodes crédibles pour organiser la gouvernance. Comprendre un problème est une étape. Imaginer des solutions techniques en est une autre. Mais conduire un pays implique une dimension supplémentaire, celle de la politique. Gouverner signifie rassembler des sensibilités parfois opposées, coordonner des acteurs qui ne pensent pas toujours de la même manière, préserver les équilibres, exploiter les forces de chacun tout en limitant l'impact de leurs faiblesses. En réalité, la fonction ressemble beaucoup à celle d'un dirigeant d'entreprise. Un grand patron n'est pas forcément un génie scientifique ni un chercheur de laboratoire. Ce qui fait sa valeur, c'est sa capacité à gérer une équipe, à choisir les bons profils et à les placer là où leurs talents peuvent produire des résultats. Un premier ministre est attendu sur le même terrain. Sélectionner les meilleures compétences, leur donner les moyens d'agir et les organiser pour qu'elles contribuent au développement du pays. Or, aujourd'hui, force est de constater que cette mission ne fonctionne pas comme prévu. Le problème vient aussi du contexte dans lequel la nomination a eu lieu. Tout s'est fait dans la précipitation. Il fallait tourner la page avec l'ancien responsable avec qui la cohabitation était devenue impossible, tandis que certains cercles influents agissaient en coulisses pour pousser à ce changement. On a également cherché un responsable politique à désigner après le drame qui avait provoqué plusieurs morts et des dizaines de blessés en août 2025. Un événement qui avait profondément choqué l'opinion publique. À un moment donné, il fallait bien offrir une réponse à la colère qui montait dans la société. La frustration populaire s'accumulait depuis des mois et l'exaspération face à la gestion du pays devenait de plus en plus visible. Alors, on a trouvé une solution classique en politique, désigner un responsable. Nabaoui a donc été présenté comme le coupable idéal, celui sur qui on allait faire porter la responsabilité du drame et de la mauvaise gestion. Car dans ce récit officiel, le président, lui, reste évidemment irréprochable, toujours animé des meilleures intentions, rempli d'idées nobles, presque au-dessus de toute critique. Si quelque chose tourne mal, ce sont forcément les ministres, les collaborateurs ou les responsables intermédiaires qui ont failli. C'est donc sur Nadir Albaoui que l'on a fait tomber le poids de l'accident tragique et de ses conséquences. On peut le comprendre, la politique fonctionne souvent ainsi. Pour protéger les figures au sommet, on sacrifie quelques pièces sur l'échiquier. Ce mécanisme existe partout dans le monde, ce n'est pas une spécificité algérienne. Mais remplacer ce sacrifice par la nomination de Sflib a été une décision profondément maladroite, une erreur stratégique majeure. Car au fond, il s'agit d'un homme qui, même dans ses ambitions les plus optimistes, n'aurait probablement jamais imaginé accéder un jour au poste de premier ministre. Lui-même n'y croyait pas vraiment. Son parcours ne comporte ni expérience politique solide, ni trajectoire préparant à une telle responsabilité. Et maintenant, pour corriger cette première faute, on semble vouloir commettre une erreur encore plus lourde. D'après les informations que nous avons recueillies, le président envisagerait de confier le poste à quelqu'un qui manœuvre depuis longtemps dans l'ombre pour y parvenir. Cet homme, c'est Ibrahim Rad, ancien ministre de l'Intérieur. Et là, la situation devient encore plus préoccupante. Le public algérien le connaît finalement assez peu et pour cause. Il a été l'un des ministres les plus discrets, pour ne pas dire les plus inefficaces, depuis l'arrivée d'Abdjid Tebboune au pouvoir.
Pour rappel, Ibrahim Rad a occupé le portefeuille de l'Intérieur entre septembre 2022 et 2025, après avoir été médiateur de la République entre mai 2021 et décembre 2022. Mais au-delà de ces titres, il faut surtout rappeler qu'il entretient une relation personnelle étroite avec le chef de l'État et bénéficie de sa confiance. Et c'est précisément là que se situe le problème. Lorsqu'il doit choisir ses collaborateurs, Abdelmajid Tebboune semble privilégier avant tout la proximité personnelle et la loyauté. L'identification des compétences, la sélection des profils les plus solides, la capacité à s'entourer d'experts reconnus passe souvent au second plan, remplacé par un critère plus simple, la relation de confiance. Dans n'importe quel système politique, il est normal qu'un chef d'État recherche avant tout des collaborateurs en qui il peut avoir confiance. La loyauté et la proximité personnelle font partie des critères classiques lorsqu'il s'agit de constituer une équipe au sommet de l'État. Personne ne conteste ce principe, car un dirigeant doit pouvoir compter sur des personnes fiables pour mettre en œuvre ses décisions. Mais le problème apparaît lorsque ces critères prennent toute la place et relèguent la compétence au second plan, ou pire encore, tout au fond de la liste des priorités. Gouverner exige un équilibre délicat. Il faut combiner fidélité et capacité professionnelle. Dans le cas algérien, malheureusement, cet équilibre semble rompu. La compétence est souvent écrasée par un autre facteur, la proximité personnelle avec le chef. C'est dans ce contexte qu'apparaît la figure d'Ibrahim Rad. Son lien avec Abdelmajid Tebboune ne date pas d'hier. Leur relation remonte à une période où Rad occupait un poste marquant de wali, notamment dans la wilaya de Tizi, fonction qu'il a exercée pendant environ 7 années, entre 2001 et 2008. Aujourd'hui âgé de 73 ans, Ibrahim Rad traîne derrière lui un passage au ministère de l'Intérieur qui n'a pas vraiment laissé de souvenirs glorieux. Beaucoup le décrivent comme un responsable effacé, incapable d'imposer son autorité ou de tenir réellement les walis sous sa direction. Une présence presque invisible, un ministre fantomatique, diront certains. Et dans les coulisses du pouvoir, beaucoup considèrent qu'il n'agit pas de manière autonome. On le décrit plutôt comme un exécutant docile, largement influencé par Bouham-Bom. En réalité, certains observateurs vont même plus loin. Selon eux, le véritable centre de décision ne se trouve pas là où on l'imagine. Derrière la façade officielle, Bouham-Bohème exercerait une influence déterminante, au point que certains ironisent en disant que le véritable chef du gouvernement serait lui, tandis que les titulaires officiels du poste ne feraient que de la figuration. Mais ce sujet mérite une analyse plus approfondie. Il faudrait probablement lui consacrer une émission entière pour comprendre pourquoi l'équipe gouvernementale peine à fonctionner correctement et pourquoi les différentes équipes mises en place sous la présidence de Tebboune ont eu tant de difficultés à produire des résultats tangibles, que ce soit sur le plan économique, social ou en matière de développement local et d'influence scientifique. L'emprise exercée par Boualem Bohane sur les rouages du pouvoir pourrait expliquer en partie pourquoi l'appareil gouvernemental peine à atteindre des objectifs concrets. Nous y reviendrons en détail. Pour l'instant, revenons à notre sujet principal. Ibrahim Rad, dont beaucoup disent qu'il reste avant tout l'homme de Bouham-Bohème. Logiquement, son départ du gouvernement aurait dû être acté lors du remaniement du 15 septembre 2025. Tout indiquait qu'il quitterait la scène. Pourtant, au lieu de cela, on lui a inventé une fonction pour le moins étrange, presque introuvable dans les architectures gouvernementales classiques à travers le monde. Ministre d'État chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Rien que l'intitulé laisse perplexe. Un ministre chargé d'inspecter l'administration? La question reste entière. Inspecter quoi exactement? Et avec quels moyens? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne semble capable d'expliquer concrètement ce que fait Ibrahim Rad dans ce rôle. En réalité, tout donne l'impression que ce poste a été conçu sur mesure pour éviter qu'il ne se retrouve soudainement à la retraite ou sans fonction officielle. Pourtant, dans n'importe quel appareil d'État structuré, chaque ministère possède déjà son propre mécanisme de contrôle interne. Les inspections générales sont précisément chargées d'examiner le fonctionnement des directions et des services administratifs. Au sommet même de l'État, la présidence dispose déjà d'une inspection générale. Le secrétariat général du gouvernement supervise également l'application des décisions. Dans les ministères, les inspecteurs généraux et les secrétaires généraux jouent déjà ce rôle de contrôle.
Et au ministère des Finances, l'Inspection générale des finances exerce des missions similaires avec une autorité reconnue. Dans ce contexte, créer un nouveau ministère pour inspecter l'administration ressemble davantage à une construction bureaucratique qu'à une nécessité institutionnelle. Mais il faut reconnaître que ce genre d'initiative n'est pas une nouveauté. Ajit Tebboune a déjà démontré une certaine créativité lorsqu'il s'agit d'inventer des structures administratives aux contours discutables. On l'a vu avec la séparation entre commerce intérieur et commerce extérieur, ou encore avec ce fameux ministère chargé de surveiller les services de l'État. Depuis sa création en septembre 2025, ce portefeuille semble d'ailleurs tourner à vide. Et pour cause. Lorsque la mission elle-même manque de clarté, il devient difficile d'accomplir quoi que ce soit de concret. Pour donner une apparence d'utilité à cette fonction, on lui a également attribué la gestion des collectivités locales. Or, ces dernières relevaient traditionnellement du ministère de l'Intérieur. La réforme administrative a donc redistribué les cartes. Les transports ont été rattachés à l'intérieur, tandis que les collectivités locales ont été détachées pour être confiées à Ibrahim Rad, ancien titulaire de ce même ministère. Tout cela ressemble surtout à un arrangement destiné à justifier sa présence au sein du gouvernement. Mais la logique reste difficile à suivre. Les collectivités locales, ce sont essentiellement les maires et les municipalités, élus directement par la population. Leur relation administrative se fait avec les walis et les daïras, structures qui relèvent justement du ministère de l'Intérieur. Dès lors, une question évidente se pose. Comment un autre ministre, extérieur à ce ministère clé, peut-il réellement superviser ces collectivités? Quelle marge d'action lui reste-t-il? Pour l'instant, la réponse demeure floue. Malgré les tentatives d'explication, le rôle exact et l'objectif réel de ce ministère restent enveloppés d'un profond mystère. Sur le papier, l'idée paraît presque impressionnante. Ce ministère serait censé agir comme une sorte de super contrôleur de l'administration publique. Sa mission théorique consisterait à vérifier que les décisions prises en Conseil des ministres soient réellement appliquées sur le terrain. Mais dès qu'on y regarde de plus près, une question évidente surgit. N'est-ce pas précisément la mission du chef du gouvernement? Dans la logique institutionnelle classique, c'est bien au premier ministre de s'assurer que les orientations politiques décidées au sommet soient exécutées par les différentes administrations. On nous explique également que ce ministère doit travailler avec les communes, surveiller la gestion des budgets locaux et veiller à ce que les attentes des citoyens soient prises en compte. Mais là encore, cette responsabilité appartient normalement au ministère de l'Intérieur. Dès lors, on peut légitimement se demander, était-il vraiment nécessaire de créer une nouvelle structure pour remplir des tâches déjà confiées à d'autres institutions? On nous dit aussi que ce ministre entretient un lien direct avec la présidence. Certes, mais le premier ministre lui-même est déjà en relation directe avec le chef de l'État. On évoque ensuite la lutte contre la bureaucratie qui freine les investissements, la simplification des procédures administratives ou encore le suivi des réformes. Mais toutes ces missions figurent traditionnellement au cœur du rôle du premier ministre. Autrement dit, on a l'impression de redéfinir sous un autre nom des responsabilités qui existent déjà ailleurs dans l'appareil d'État. En réalité, beaucoup d'observateurs voient dans cette création une simple fonction administrative supplémentaire, imaginée pour maintenir Ibrahim Rad en activité plutôt que pour répondre à un besoin réel. Il faut dire que l'homme bénéficie d'une proximité particulière avec le président et d'une protection politique évidente de la part de certains cercles influents. Il avait notamment dirigé la campagne électorale d'Ajit Tebboune lors de l'élection présidentielle anticipée de septembre 2024. Officiellement, cette mission lui a valu une forme de reconnaissance politique. Pourtant, la gestion de cette campagne a été largement critiquée. Nous l'avons souvent rappelé dans nos analyses. Ibrahim Rad a joué un rôle déterminant dans les tensions et les dysfonctionnements qui ont marqué ce scrutin. Sa rupture avec Mohamed Chorfi avait provoqué des frictions importantes et, en tant que directeur de campagne, poste qu'il a occupé jusqu'à seulement 3 jours avant le vote, il avait exercé une influence décisive sur l'organisation d'élections. Par la suite, il est revenu au ministère de l'Intérieur et s'est retrouvé au cœur de la logistique du scrutin présidentiel anticipé de septembre 2024.
Ce processus électoral s'est finalement transformé en un scandale retentissant. Pour ceux qui souhaitent comprendre l'ampleur de cette affaire, je vous invite d'ailleurs à revoir notre émission du 13 octobre 2024 intitulée « Scandale présidentiel en Algérie, Ibrahim Rad, l'homme qui doit rendre des comptes ». Dans cette émission, nous avions longuement détaillé le rôle, pour le moins troublant, joué par Ibrahim Rad dans le désordre qui a entouré l'élection présidentielle anticipée. Nous avions expliqué comment son implication s'inscrivait au cœur d'un climat de confusion, d'irrégularité et même de manipulation dans la proclamation des résultats. À l'époque, la situation avait pris une telle ampleur qu'une enquête avait été ouverte par la gendarmerie algérienne. Pourtant, malgré cette procédure, personne n'avait la possibilité de convoquer ni même d'interroger Ibrahim Rad. La raison était simple. Il bénéficiait d'une protection politique directe venant du sommet de l'État. Directeur de campagne du président Tebboune, puis nommé ministre de l'Intérieur à seulement 3 jours du scrutin, il occupait une position qui le plaçait au centre même de l'organisation électorale. Dans ces conditions, son influence sur la gestion du processus électoral était évidente. Certains observateurs vont même plus loin en affirmant qu'il fut l'un des principaux acteurs du chaos administratif et des irrégularités qui ont marqué l'annonce des résultats de l'élection présidentielle anticipée de septembre 2024. Et malgré tout cela, il est resté au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en politique, les services rendus comptent souvent davantage que les conséquences. Il avait soutenu Tebboune, dirigé sa campagne et bénéficié de la protection de certains cercles influents. Le maintenir en fonction permettait aussi de préserver son statut ministériel, qui lui assurait une forme d'immunité face à d'éventuelles enquêtes judiciaires ou sécuritaires. Théoriquement, une autre option existait. Lui offrir un siège au Sénat. Mais cette solution n'a jamais été retenue. Il faut dire qu'au départ, Ibrahim Rad était pressenti pour accéder au poste de premier ministre après l'élection présidentielle anticipée. Il devait même devenir le premier chef de gouvernement du second mandat de Tebboune. Finalement, la réalité l'a rattrapé. Face aux critiques suscitées par l'organisation chaotique du scrutin et au scandale qui a entouré l'annonce des résultats, le président s'est montré profondément déçu. Le projet de nomination a été abandonné et Rad est resté ministre de l'Intérieur. Par la suite, on lui a construit une nouvelle fonction presque sur mesure, ce fameux poste chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Un rôle que beaucoup considèrent comme purement symbolique. Mais aujourd'hui, l'histoire semble vouloir rebourdir. Avec l'appui de certains alliés influents, Ibrahim Rad estime que son moment est peut-être revenu. Il multiplie les démarches en coulisses, sollicite les proches du président et tente de convaincre les intermédiaires capables d'influencer Tebboune. Son objectif est clair, obtenir enfin la fonction de Premier ministre. Si ce scénario devait se concrétiser, certains analystes n'hésitent pas à dire que la fin du second mandat présidentiel pourrait devenir particulièrement chaotique. Soyons clairs dès le départ. Je n'ai aucune hostilité personnelle envers Ibrahim Rad. Je n'ai jamais eu de différend avec lui, je ne l'ai jamais rencontré et je n'entretiens avec lui aucun lien, ni direct ni indirect. Mon propos ne relève ni d'une querelle personnelle ni d'un règlement de compte. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'intérêt général. Et lorsqu'on parle d'intérêt général, il faut regarder les faits avec honnêteté. Beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les institutions ou qui connaissent les rouages de l'État savent parfaitement quel est le niveau réel d'activité d'Ibrahim Rad. L'homme a aujourd'hui 73 ans et son état de santé n'est un secret pour personne. Il souffre notamment d'un diabète avancé qui limite fortement ses capacités physiques. Dans ces conditions, il lui est difficile de tenir une journée complète de travail. 8 heures de travail d'affilée semble déjà être un effort considérable pour lui. Or, si l'on regarde la réalité du poste de Premier ministre en Algérie, la situation est tout autre. Les défis auxquels le pays est confronté, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques, sont immenses. Les retards accumulés dans plusieurs secteurs stratégiques exigent une mobilisation permanente. Un chef de gouvernement dans un tel contexte doit être capable de consacrer 14 ou 15 heures par jour à son travail. La charge est tout simplement énorme. Et pourtant, selon de nombreux témoignages, Ibrahim Rad n'a jamais eu un rythme de travail aussi intense, notamment pour des raisons de santé. Plusieurs sources racontent même qu'il lui arrivait régulièrement de faire des siestes dans son bureau.
Ce détail, qui peut paraître anecdotique, illustre pourtant un problème plus large. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, cette habitude était déjà bien connue dans les couloirs de l'administration. Il lui arrivait de s'assoupir pendant la journée et de reprendre ses activités seulement dans l'après-midi, parfois entre 13 et 15 heures. Plusieurs cadres et collaborateurs qui ont travaillé avec lui peuvent confirmer ce rythme inhabituel pour un responsable de ce niveau. Des observateurs proches de l'appareil d'État affirment également qu'il quittait souvent son bureau relativement tôt, vers 15 ou 16 heures. Même récemment, pendant la période du Ramadan, certaines sources indiquent qu'il terminait sa journée autour de 15 heures. Dès lors, une question simple se pose. Comment une personne qui termine sa journée de travail en milieu d'après-midi pourrait-elle assumer les responsabilités d'un chef de gouvernement dans un pays confronté à autant de défis? Dans un État comme l'Algérie, un ministre sérieux ne peut pas se permettre de quitter ses fonctions si tôt. Avec la quantité de dossiers à traiter, les crises à gérer et les décisions à prendre, la journée de travail se prolonge souvent tard dans la soirée. Un responsable réellement engagé ne peut pas envisager de finir sa journée avant 19 ou 20 heures. Les problèmes sont trop nombreux, les sollicitations trop constantes et les décisions trop importantes pour que la gestion du pays puisse se limiter à quelques heures de présence. Alors, posons la question franchement. Comment imaginer confier les rênes du gouvernement à quelqu'un dont l'état de santé limite déjà la capacité de travail quotidienne? Un responsable qui termine sa journée à 15 heures et qui a besoin de pauses régulières, pourrait-il réellement assumer une fonction aussi exigeante? À un moment donné, il faudrait que le président Tebboune mesure la gravité de la situation. L'Algérie traverse une période complexe et le pays ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. Certes, certains profils sont plus jeunes, plus dynamiques et en meilleures conditions physiques, mais cela ne suffit pas non plus. Encore faut-il posséder la culture politique nécessaire. Et c'est précisément ce qui manque à certains candidats potentiels. Peut-être aurait-il pu être efficace dans d'autres fonctions, à la tête d'un ministère technique, à la direction d'une grande administration ou comme secrétaire général d'une institution. Mais diriger un gouvernement exige un autre niveau de compréhension. L'Algérie a besoin d'un premier ministre capable de lire les dynamiques politiques, de comprendre les partis, de saisir les mentalités régionales et de parcourir le pays pour appréhender la diversité de ses réalités. Gouverner signifie connaître les dossiers dans leurs moindres nuances et maîtriser les équilibres qui structurent la vie nationale. Et contrairement à une idée répandue, avoir occupé longtemps la fonction de wali ne constitue pas automatiquement une qualification pour diriger un gouvernement. Penser cela serait une simplification dangereuse. Administrer plusieurs wilayas ne garantit ni compétences politiques, ni expérience stratégique suffisante pour accéder au sommet de l'exécutif. Certains dirigeants peuvent être tentés de croire le contraire, notamment lorsqu'ils ont eux-mêmes exercé ce type de fonction dans le passé. Pourtant, la logique devrait être différente. Le président incarne la vision générale et les grandes orientations politiques du pays. Le premier ministre, lui, agit comme le chef d'orchestre chargé de transformer cette vision en actions concrètes. Il doit coordonner les ministères, piloter l'action publique et traduire les décisions stratégiques en résultats sur le terrain. Pour cela, il faut à la fois une solide compréhension technique et une véritable culture politique. Or, cette culture ne s'improvise pas. Beaucoup de walis en Algérie sont avant tout des administrateurs. Ils passent d'une région à une autre, travaillent derrière leur bureau et entretiennent parfois une relation distante avec les réalités sociales et politiques locales. Ils connaissent les procédures administratives, mais pas forcément les équilibres politiques, les sensibilités sociales ou les rapports de force qui traversent l'appareil d'État. Pourtant, comprendre ces éléments est indispensable. La culture politique, ce n'est pas un simple mot abstrait. C'est un ensemble de connaissances profondes. L'histoire politique du pays, ses traditions, les codes implicites du pouvoir, les attentes des différentes composantes de la société et les dynamiques qui façonnent la vie nationale. Et il faut bien reconnaître que tout le monde ne peut pas acquérir ce niveau de maîtrise. Devenir un grand responsable politique ne s'improvise pas. On ne devient pas du jour au lendemain une figure de l'envergure d'un Belkadem ou d'un Zerouni. Cette dimension explique d'ailleurs pourquoi la fonction de premier ministre reste souvent délicate en Algérie.
Elle est parfois perçue comme une position susceptible de rivaliser avec l'autorité du président. Dans la tradition politique algérienne, les présidents ont rarement apprécié la présence d'un chef de gouvernement trop charismatique ou trop influent. Un premier ministre populaire, capable de s'imposer dans l'opinion publique ou d'acquérir une véritable autorité politique, est souvent perçu comme une menace potentielle. Pourquoi ? Parce qu'une figure forte à la tête du gouvernement peut rapidement projeter une ombre sur le chef de l'État lui-même. Or, dans un système où les présidents aspirent souvent à conserver leur pouvoir le plus longtemps possible, l'idée qu'un premier ministre puisse devenir un rival n'est jamais prise à la légère. L'histoire politique récente offre d'ailleurs un précédent marquant. Au début des années 2000, Ali Benflis, alors premier ministre sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a fini par entrer en confrontation directe avec lui. La relation s'est transformée en rivalité politique ouverte, Benflis allant jusqu'à se présenter contre Bouteflika et tenter de lui contester le pouvoir. Cet épisode a laissé une trace profonde dans la mémoire politique du pays. Depuis lors, certains observateurs parlent même d'un véritable syndrome Benflis. Autrement dit, les présidents algériens préfèrent désormais s'entourer de chefs de gouvernement discrets, peu charismatiques et surtout dépourvus d'une base politique autonome. On attend d'eux qu'ils restent dans l'ombre, qu'ils exécutent les décisions sans chercher à exister politiquement par eux-mêmes. Mais cette logique a un coût. Un premier ministre trop effacé, trop dépendant ou trop faible ne peut pas toujours impulser les réformes nécessaires ni mobiliser les énergies dont un pays a besoin pour avancer. Bien sûr, remplacer un responsable qui n'a pas donné satisfaction peut parfois être une décision légitime. Sur ce point, personne ne conteste qu'un changement puisse être envisagé. Mais si ce remplacement consiste à installer à la tête du gouvernement une personne affaiblie, fatiguée, incapable de maintenir un rythme de travail intense et qui quitte son bureau en milieu d'après-midi, alors le remède risque d'être pire que le mal. Une telle décision pourrait, au lieu d'améliorer la situation, ouvrir la voie à une période encore plus chaotique pour l'avenir du pays.